Neuroregard, éclairage croisé sur les troubles du neurodéveloppement. Bienvenue dans le second épisode de Neuroregard, la série de podcasts qui donne la parole au parcours singulier et propose des éclairages croisés, à la fois scientifiques, humains et engagés sur les troubles du neurodéveloppement. Être parent d'un enfant avec un trouble du neurodéveloppement, c'est naviguer au quotidien entre amour, adaptation et défis permanents. Mais qu'est-ce que ça veut dire, concrètement ? Quels outils existent-ils pour accompagner son enfant sans s'épuiser ? Et comment sortir du sentiment de solitude que beaucoup de familles ressentent ? Dans cet épisode, nous avons réuni 4 expertes engagées qui accompagnent au quotidien des familles concernées par un trouble du neurodéveloppement. Natacha Gallifet, orthophoniste et formatrice au sein du Vinatier, nous parlera de l'accompagnement parental dans le cadre des troubles du spectre de l'autisme. Anaïs Decharrière, neuropsychologue dans le service de pédopsychiatrie de l'hôpital Femmes-Mères-Enfants des Hospices Civils de Lyon, nous apportera un éclairage sur le TDAH et les ajustements éducatifs possibles. Nadine Roger, coordinatrice des programmes d'éducation thérapeutique du service de neuropédiatrie à l'HFME, nous présentera les initiatives proposées aux parents d'enfants avec un trouble du développement intellectuel. Enfin, Marine Fourest-Raymond, représentante des associations Atout 10 et la Pépinière des Talents, partagera avec nous la parole des familles et des actions concrètes menées pour mieux soutenir les enfants, les parents et les adultes concernés par les troubles 10. 4 voies complémentaires pour croiser expertise professionnelle, action de terrain et engagement associatif. Et comme toujours, dans Neuroregard, nous allons structurer cet épisode en 3 temps. D'abord avec le docteur Christophe Gau, pédopsychiatre au HCL, nous déconstruirons un stéréotype encore trop tenace. Si les parents étaient plus fermes, il n'y aurait pas tous ces troubles. Ensuite, nous ferons un tour d'horizon des outils et des dispositifs d'accompagnement par type de TND, en croisant les regards des professionnels sur le terrain. Et enfin, nous prendrons un peu de hauteur avec une mise en perspective globale sur la nécessité de soutenir les parents sans les culpabiliser pour qu'ils puissent s'accompagner sans s'épuiser. Allez, on commence et pour ouvrir cet épisode, on retrouve le docteur Christophe Gau. Ces enfants ont juste besoin de plus de discipline. Il suffit de leur poser des limites et un cadre. Spoiler, c'est pas si simple. Ce discours, on l'entend encore trop souvent. Il est réducteur, culpabilisant pour les familles et surtout faux. Non, il suffit pas de savoir poser des limites. Les enfants avec un trouble déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité, TDAH, ou autistes, ou avec un trouble du développement intellectuel ou un trouble 10, ont besoin d'un cadre structurant, oui, mais surtout d'adaptation spécifique, d'écoute et d'un accompagnement bienveillant. Les troubles du neurodéveloppement entraînent un handicap certain, même si celui-ci peut souvent être invisible. Et les parents, ils sont souvent en première ligne, à la fois détecteurs, médiateurs, traducteurs du quotidien. Avec cette pression constante de ne pas se tromper, de ne pas flancher, de ne pas déranger, il est temps de changer de regard. Aujourd'hui, on vous propose un éclairage croisé, loin des jugements faciles, pour mieux comprendre ce que vivent les familles et les aider à avancer avec des outils concrets. Merci au docteur Christophe Gau pour ce décryptage essentiel. On l'a bien compris, les parents ne sont pas à l'origine des troubles de leur enfant, mais ils sont souvent en première ligne et ont besoin, eux aussi, d'être guidés et soutenus. Dans cette deuxième partie de notre podcast, on va justement explorer les outils concrets qui existent pour accompagner les parents d'enfants avec un trouble du neurodéveloppement. Place maintenant au regard croisé de nos expertes. Pour commencer, direction le centre hospitalier Le Vinatier où Natacha, orthophoniste, accompagne des enfants avec un TSA, mais aussi leurs parents. Une première question, Natacha, concrètement, comment cela se passe-t-il dans votre service au quotidien ? Eh bien, écoutez, je travaille depuis plus de 10 ans dans cette unité. Je travaille avec des enfants qui ont entre 2 et 5 ans au sein d'une équipe qu'on appelle une équipe pluridisciplinaire avec un médecin, des psychologues, éducateurs, infirmiers, psychomotriciens. Et on utilise, nous, dans notre unité, un programme qui s'appelle le Early Start Denver Model, qui est une méthode d'inspiration américaine qui combine l'analyse du comportement et le jeu. Parce que chez les tout petits, le jeu est vraiment le levier principal pour apprendre. Et les parents, comment sont-ils intégrés à ce travail ? Évidemment, ils sont essentiels. Les parents à ce travail, on les accompagne directement, à la fois sur notre centre et à domicile également. Par exemple, pour les aider à structurer l'environnement à la maison,
ranger les jeux dans des bacs, créer des zones dédiées pour les repas, les jeux, les soins. Tous ces petits aménagements qui rendent les interactions beaucoup plus fluides entre eux et leur enfant. On entend de plus en plus parler de communication alternative ou améliorée. De quoi s'agit-il exactement ? La CAA, la communication alternative et améliorée, c'est tout ce qui peut aider l'enfant à comprendre et s'exprimer autrement que par la parole. Ça va du simple objet qui symbolise une activité jusqu'à des systèmes beaucoup plus complets avec des pictogrammes, des classeurs de communication, puis des objets comme des tablettes, des tableaux, des visuels. L'idée, c'est de proposer à l'enfant des outils adaptés à son fonctionnement pour qu'il puisse entrer en relation avec son entourage. Et côté parents, avez-vous mis en place des temps spécifiques pour eux ? Oui, on organise beaucoup de choses sur l'unité pour les parents, des groupes de parole en premier lieu pour qu'ils puissent partager leurs expériences, mais également des groupes de psychoéducation où là, il s'agit pour les parents de monter en compétences, de mieux comprendre certains comportements de leurs enfants et d'échanger entre parents sur des stratégies. Vous avez aussi intégré une méthode basée sur la vidéo avec le programme PACT. Pouvez-vous nous en dire plus ? Oui, alors PACT, c'est un acronyme également qui veut dire Pediatric Autism Communication Therapy. C'est une thérapie basée sur l'outil vidéo. Les parents filment une interaction avec leur enfant et puis on revoit ensemble ces séquences pour identifier avec le parent ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins. Ce sont eux qui repèrent leur propre réussite sur les vidéos. Un mot bien choisi, une posture adaptée, un regard échangé. C'est très concret en fait comme thérapie et souvent ça change leur regard sur leur interaction. Vous avez peut-être un exemple à nous donner ? Oui, par exemple, l'exemple d'un parent qui me disait l'autre jour « Mon enfant ne m'écoute pas ». On a regardé la vidéo, on a vu qu'il utilisait un langage simple et concret. On a remontré un extrait où le parent disait juste un mot et l'enfant réagissait. Ce genre de prise de conscience redonne confiance immédiatement aux parents et c'est ce que j'aime dans cette méthode, c'est qu'elle met en valeur le potentiel du parent, le positif dans la relation. On va nous en quelque sorte façonner comme un potier et souvent ça marche. Merci Natacha pour cet éclairage. Autre trouble, autre accompagnement. Cap maintenant sur le TDAH avec Anaïs, neuropsychologue à l'HFME. On va parler stratégie concrète, adaptation de l'environnement et accompagnement parental. Anaïs, on l'a vu avec Natacha, accompagner un enfant avec un TSA, c'est à la fois outiller les parents et adapter l'environnement. Est-ce que c'est pareil pour le TDAH et quels leviers sont les plus efficaces selon vous ? Oui, tout à fait. Quand on parle de TDAH, on pense souvent à des prises en charge spécifiques pour l'enfant. Mais un élément tout aussi essentiel, c'est l'accompagnement parental et l'adaptation de l'environnement scolaire et familial. Il faut garder un certain équilibre, 50% d'adaptatif, 50% de compensatoire. D'un côté, on aide l'enfant à développer ses compétences pour gagner en autonomie, et de l'autre, il est nécessaire d'aménager et d'adapter l'environnement aux difficultés de l'enfant. Alors concrètement, ça veut dire quoi ? Quels outils simples peuvent aider dans le quotidien ? On peut peut-être rappeler avant que les enfants avec un TDAH ont du mal à focaliser leur attention, à gérer les transitions, à faire face aux imprévus ou encore à apprivoiser leurs émotions. Ils ont généralement besoin de repères stables, de prévisibilité, d'un environnement qui respectera leur rythme. Par exemple, les routines et les plannings visuels affichés dans la maison, un timer pour visualiser le temps, séquencer les consignes, faire une demande efficace, s'assurer aussi de la disponibilité de l'enfant ou encore aménager un coin calme dans la maison. Et puis, il y a aussi les tableaux de récompense pour valoriser certains comportements et stimuler la motivation chez l'enfant. Tout cela sécurise, bien sûr, ça peut aider à réduire l'anxiété, à diminuer l'opposition chez l'enfant et à renforcer aussi le sentiment d'efficacité parentale. Alors, on parle aussi souvent du renforcement positif. De quoi s'agit-il et en quoi est-ce si important ? Oui, c'est un levier très puissant, le renforcement positif. Il ne s'agit pas de tout récompenser, mais de valoriser les efforts, même minimes. Par exemple, dire à un enfant « Super, tu t'es habillé tout seul ce matin » ou « Bravo, tu t'es brossé les dents sans que je te le demande », ça aura un réel impact dans le quotidien. Ces petits encouragements permettent à l'enfant de comprendre et d'apprendre ce qu'on attend de lui sans cri ni punition. Et pour qu'un comportement se reproduise, il doit être valorisé. Et surtout, ça change le regard du parent sur le comportement de son enfant. Je me souviens récemment d'une maman qui, après avoir mis en place cette stratégie, m'a dit « Je m'en rendais plus compte, mais mon fils est drôle. » C'est assez fort. Les parents peuvent redécouvrir certaines ressources qu'ils avaient oubliées chez leur enfant à force de tensions permanentes et quotidiennes. Alors c'est un témoignage qui est très touchant, justement, ce lien parent-enfant.
Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Oui, le lien parent-enfant peut parfois être mis à rude épreuve. Un moment privilégié et mis en place de manière régulière entre parents et enfants, sans distraction ni demande particulière, peut être essentiel. C'est un moment précieux et qui doit rester de qualité. Cela permet aux parents de renouer les liens positifs avec son enfant et de rétablir une communication plus sereine. Et aussi de rassurer l'enfant. Il peut parfois se sentir directement responsable du climat familial, ce qui renforce ce manque d'estime de soi et le décourage à faire des efforts. Et la fratrie dans tout ça, Anaïs, quand on écoute les témoignages des familles, il semble que l'on l'oublie assez souvent, hein. Et les familles nous le rappellent, ça revient beaucoup un peu dans leur questionnement, dans les groupes parents. Donc oui, le frère ou la sœur peut se sentir mis de côté ou au contraire surinvesti. Et c'est important de lui permettre de trouver sa place, de comprendre et parfois de lui proposer un espace d'échange. Certains centres de soins d'ailleurs et des associations proposent des rencontres entre fratries. Et il existe aussi des livres jeunesse adaptés afin de pouvoir en parler avec la fratrie et permettre au frère ou à la sœur de s'exprimer sur ce qu'il ressent. C'est important que chaque enfant puisse comprendre et se tenir légitime dans ce qu'il vit. Et nous, professionnels, on insiste aussi pour que les outils proposés dans un groupe d'entraînement aux habiletés parentales soient mis en place pour toute la fratrie. Eh bien, merci beaucoup Anaïs. On retient donc des stratégies concrètes, mais aussi beaucoup de douceur, d'adaptation et de coopération entre l'enfant, sa famille, les professionnels et tout l'environnement. Quand il s'agit de troubles du développement intellectuel, les défis sont encore différents. Nadine, coordinatrice en éducation thérapeutique dans le service de neuropédiatrie de l'HFME, va nous expliquer comment ces programmes comme Explore tes potentiels ou les cafés parents aident les familles à mieux comprendre et accompagner leurs enfants au quotidien. Nadine, vous travaillez depuis longtemps au sein du service de neurologie pédiatrique de l'HFME. Vous pouvez nous dire ce qui vous a amené à coordonner le programme Explore tes potentiels ? Oui, évidemment. Cela fait plus de 15 ans que je suis dans ce service et depuis 2020, je coordonne Explore tes potentiels, un programme d'éducation thérapeutique conçu par la neuropédiatre le Dr Roujo Jung. Il s'agit de jeunes de 12 à 18 ans présentant une déficience intellectuelle légère, parfois associée à un trouble du syndrome autistique. L'idée, c'est de les aider à mieux comprendre leur fonctionnement, à gagner en autonomie et aussi d'accompagner leurs parents qui se sentent souvent bien seuls face à tout ça. Et justement, vous avez créé un café par an. C'était justement pour répondre à ce besoin ? Oui, on l'a mis en place assez rapidement, en parallèle des ateliers pour les jeunes. C'est un espace d'échange informel autour d'une table dans une ambiance vraiment chaleureuse. Et ce qui nous a surpris, c'est à quel point les parents ont accroché. Certains viennent ensemble, d'autres se relaient, mais tous y trouvent un vrai bénéfice. Alors dans ces échanges, quels sont les sujets qui reviennent le plus souvent ? Il y en a énormément. On parle du quotidien, de la gestion des émotions, de la charge liée aux multiples rendez-vous médicaux, mais aussi des sujets plus lourds comme l'orientation vers un IME, le passage en ESAT ou encore les démarches administratives liées à la majorité. C'est vraiment le reflet de leur vie de tous les jours avec toutes ces complexités. Alors Nadine, vous avez aussi mis en place un livret pédagogique pour les jeunes. Comment est-il utilisé ? Oui, à la fin de chaque atelier, le jeune remplit ce livret avec les notions vues. C'est un support concret que les parents peuvent relire avec lui à la maison, ce qui fait du lien. Et ce qui est beau, c'est que ça leur permet souvent de reconnaître des compétences chez leurs enfants qu'ils n'avaient pas forcément vues. Préparer un repas, gérer une routine, se déplacer seul. Un outil plutôt intéressant et je crois savoir d'ailleurs qu'une paire aidante va également arriver prochainement dans votre service. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Tout à fait. La paire aidance, c'est une forme de soutien qui repose sur le partage d'expériences. Elle peut être assurée par une personne directement concernée par une maladie, un trouble ou un handicap, ou bien un proche, un parent, un aidant, qui accompagne un enfant ou un adulte concerné. Ce vécu partagé devient une ressource précieuse pour d'autres familles. Il permet de mieux comprendre, de dédramatiser et de créer un lien de confiance. Dans notre service, nous allons accueillir Christine, maman d'un jeune adulte avec déficience intellectuelle. Son fils, Vincent, est un super exemple. Il vient d'obtenir son CAP de mécanicien vélo. Il vit aujourd'hui en foyer thérapeutique et c'est aussi un champion de cyclisme. Christine va pouvoir apporter un regard de parent, une expérience concrète qui fait toute la différence. Ce sera un vrai plus dans notre accompagnement. Et vous travaillez aussi à un niveau un peu plus large, au niveau national par exemple ?
Oui, tout à fait. Avec la filière déficience intellectuelle, on construit actuellement un atelier autour de la fatigue et des aidants. Parce qu'accompagner un enfant, c'est déjà beaucoup, mais accompagner un jeune adulte, avec tout ce que cela implique, c'est encore un autre défi. Eh bien, merci Nadine pour ce partage très éclairant. On termine cette deuxième partie avec un autre angle essentiel, celui des associations. Car face aux obstacles, aux démarches complexes et aux sentiments d'isolement, beaucoup de familles se tournent vers des structures associatives pour trouver écoute, information et aussi solutions. Marine Forest-Raymond, engagée au sein d'Atoudis et fondatrice de la Pépinière des Talents, nous présente les actions concrètes mises en place pour accompagner les enfants, mais aussi les adultes concernés par les troubles 10. Marine, vous êtes engagée depuis plusieurs années auprès des familles concernées par les troubles 10. On parle de plusieurs types de 10, mais finalement, de combien de personnes parle-t-on en France ? Alors oui, on parle de plusieurs types de 10, la dyslexie, la dyspraxie, la dysorthographie, la dyscalculie. Aujourd'hui, on estime près de 7 millions de personnes, soit 10% de la population qui sont concernées par les troubles 10. Et pourtant, ces troubles restent mal connus, mal repérés, et leur prise en charge est encore totalement inégale, notamment à l'âge adulte. Alors c'est assez étonnant parce qu'on a souvent l'impression que les troubles 10 sont surtout abordés à l'école, chez l'enfant notamment. C'est exactement ça. Pendant très longtemps, tout s'est concentré sur l'enfance. Il a fallu attendre 2018 pour que la Haute Autorité de Santé reconnaisse l'impact des troubles 10 chez l'adulte. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'adultes qui passent leur vie à compenser jusqu'à l'épuisement. On voit en entreprise que le burn-out, c'est souvent le moment où finalement on comprend qu'il y a un trouble et qu'il y a un diagnostic qui peut être posé. Et c'est dans ce contexte qu'a été fondé Atoudis, justement ? Oui, en 2018, il y a toute une équipe qui a créé l'association Atoudis, qui est présidée aujourd'hui par Madame Philibert, avec des missions très claires, à savoir informer sur un contenu fiable et validé scientifiquement, orienter les familles vers les bons interlocuteurs et surtout lutter contre la désinformation qui est encore très présente. Alors l'association a d'ailleurs développé récemment un livret interactif, il me semble. Oui, il s'appelle « Les troubles 10, des atouts dans une société inclusive ». C'est un livret qui est numérique et qu'on peut trouver sur le site d'internet d'Atoudis. Et ce petit livret va présenter les troubles, expliquer comment on pose un diagnostic, comment on monte un dossier MDPH, quels aménagements on peut obtenir à l'école ou passer des examens. Il est mis à jour en permanence, il est gratuit et puis c'est devenu un repère essentiel pour les familles parce que le parcours peut être extrêmement complexe à comprendre. Alors Marine, vous agissez aussi sur le terrain à travers des actions très concrètes. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Oui, Atoudis agit en mairie et puis dans des instances publiques. Ils font des conférences de sensibilisation grand public. Et puis avec la Pépinière des Talents, notre rôle, il est plus d'intervenir au niveau des entreprises et des centres de formation avec des formats très immersifs. Alors vous proposez notamment les fameux ateliers « Vie ma vie de 10 ». Exactement. On fait vivre les difficultés pour mieux les comprendre. Par exemple, on va demander à un participant de lasser ses chaussures avec des gants de boxe pour simuler la dyspraxie ou écouter un texte en version accélérée. Et puis on va poser des questions et ça fait ressentir ce que vit quelqu'un qui a une dysphasie. Ce sont des expériences qui marquent et puis qui vont changer les regards surtout. Et côté centre de formation, quelles sont vos actions ? Alors, on accompagne les équipes pour adapter l'environnement. On va proposer, par exemple, de décaler les horaires pour éviter les pics d'affluence, mettre en place des espaces calmes. Et puis surtout, on va former les formateurs pour qu'ils comprennent mieux les profils et qu'ils ajustent leurs pratiques pédagogiques. C'est d'autant plus important que dans certains centres de formation, on est plus proche des 40, voire des 80% de jeunes avec des troubles 10 que les 10% de la société. Et ce sont souvent des jeunes qui n'ont pas trouvé leur place dans le système scolaire traditionnel. Et vous avez aussi un très beau projet, il me semble, à venir avec la Maison des 10 pour tous. Oui, c'est un grand projet. L'ouverture est prévue en 2027-2028. Ça sera un lieu unique, ouvert à tous, pour mieux comprendre le cerveau et les TND de la vie fœtale à l'âge adulte. Et puis au cœur de cette maison, il est prévu d'avoir une exposition permanente, cerveau et développement, qui est co-construite avec des chercheurs en neurosciences, des professionnels de santé, des enseignants et la Fédération interdisciplinaire des hospices civils de Lyon. Il y a une version itinérante de cette exposition qui sera lancée d'ici fin 2026 pour que l'information circule partout en France, parce que mieux comprendre, c'est mieux inclure. Eh bien, merci Marine pour cet éclairage précieux.
Ce qu'on entend à travers vos actions, comme dans les témoignages de Natacha, Anaïs et Nadine, c'est à quel point les parents sont au cœur de tout. Ils sont soutiens, accompagnants, parfois même coordinateurs de parcours complexes, mais qui prend soin d'eux pendant ce temps-là. Dans cette dernière partie, on prend un peu de recul pour parler d'épuisement, de solitude, mais aussi de reconnaissance et d'espoir. Parce qu'accompagner un enfant avec un TND, c'est un engagement quotidien, souvent invisible et pourtant essentiel. Place à une mise en perspective croisée pour cette 3e et dernière partie du podcast pour mieux comprendre ce que vivent les familles et comment il est possible de les soutenir sans les culpabiliser. Natacha, on commence avec vous. En tant que professionnelle du TSA, vous êtes souvent en première ligne auprès des familles. Qu'est-ce que vous observez, vous, dans les premiers temps du parcours ? Les parents que nous rencontrons sont souvent usés. Ils sont fatigués, soit parce que le parcours diagnostique a été long, douloureux, ou bien parce que leur enfant présente des besoins qu'ils ne comprennent pas toujours. Des troubles du sommeil, des troubles de l'alimentation, une absence de communication. C'est lourd à porter pour eux. Notre premier travail est de prendre soin d'eux, de leur permettre de retrouver de l'énergie, du courage, pour accompagner leur enfant là où il en est. On parle souvent de compétences professionnelles, mais ici, c'est la compétence parentale qu'il faut arriver à soutenir. Les enfants avec un TSA partagent parfois des points communs, mais les parents, eux, sont tous différents. Et nous, professionnels, nous devons nous adapter à leur rythme. On arrive avec toute notre expertise du TSA, mais le vrai expert de l'enfant, c'est le parent. Et c'est lui qui le connaît le mieux. C'est ce croisement de regards professionnels et parentaux qui rend possible une vraie alliance thérapeutique. C'est une alliance qui se construit ni dans la précipitation, ni dans les grandes théories, mais qui va se construire au bon moment avec des paroles qui font sens pour eux. Eh bien, merci Natacha. Ce que vous soulignez, c'est qu'il n'y a pas d'accompagnement efficace sans alliance avec les familles. Je m'adresse maintenant à Anaïs qui, je le rappelle, est neuropsychologue spécialisée dans le TDAH. Anaïs, vous êtes régulièrement en contact avec des parents d'enfants avec un TDAH. Qu'est-ce qui ressort le plus souvent de leurs premiers échanges avec vous ? C'est vrai que le TDAH a un retentissement significatif sur différents aspects de la vie, émotionnelle, sociale et scolaire. Et très souvent, les parents arrivent dépassés. Le quotidien est devenu un véritable défi. Les tensions familiales, la fatigue, les difficultés de communication sont assez présentes à la maison. Et en parallèle, ils doivent aider leur enfant à s'adapter à l'école, aux relations sociales, et ce n'est pas rien. Et tout cela peut générer un sentiment d'échec éducatif, d'impuissance et parfois de culpabilité. Alors, ils viennent donc chercher des solutions très concrètes. Oui, et leur première demande, en tout cas, ils ont besoin bien généralement d'être écoutés et de retrouver un peu de calme à la maison. Il s'agit bien souvent de leur première demande et c'est à partir de là qu'on avance ensemble pas à pas, en respectant bien sûr leur rythme et en s'ajustant à leurs besoins. On les aide à développer des stratégies adaptées aux comportements spécifiques de leur enfant, tout en les aidant à mieux comprendre son fonctionnement, et ça, c'est essentiel. Et pour cela, vous avez mis en place un groupe de soutien parental. Oui, au sein de l'URTD à la HFME, nous avons créé un groupe de soutien à la parentalité, spécifiquement pour les familles concernées par les TND. Ce groupe leur permet de sortir de la logique de tension permanente, d'acquérir et de retrouver confiance en leurs compétences parentales. On travaille donc avec eux pour les aider à poser un cadre clair, sans rapport de force. On les encourage à trouver leurs propres outils pour réguler leurs émotions, à avoir du temps pour eux. Et on rappelle qu'il sera plus difficile pour un parent épuisé de poser des limites de manière sereine. C'est donc la fameuse métaphore du masque à oxygène. Exactement. On peut difficilement aider l'enfant si on manque d'oxygène. Donc avant d'aider son enfant, il est fondamental de prendre soin de soi, d'accepter de demander de l'aide et d'essayer de se faire confiance. Il est donc important de les aider à développer leur propre stratégie pour qu'ils puissent prendre soin d'eux, ce qui peut réduire le stress parental. Et ce groupe, c'est aussi un lieu de partage entre parents. Oui, absolument. Ils échangent leurs expériences, leurs astuces, leurs échecs et leurs victoires, et ça, c'est précieux. Ils découvrent surtout qu'ils ne sont pas seuls. Et ce soutien mutuel, cette écoute, fait parfois autant de bien que les conseils des professionnels. Merci Anaïs. Cette idée de prendre soin du parent pour mieux soutenir l'enfant revient souvent. Nadine, vous animez des cafés parents dans le cadre des ateliers Explore tes potentiels. Qu'est-ce que ces temps de partage permettent aux familles ? Alors, ce qui est drôle, c'est qu'au début, certains parents arrivent un peu à reculons. Et puis, assez rapidement, ils découvrent un espace sans tabou, où la parole est libre, les sujets partagés, et surtout où personne ne se juge.
Ils se rendent compte qu'ils vivent les mêmes situations, qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils ont tous, chacun à leur manière, des compétences parentales précieuses qu'ils peuvent partager, transmettre. Ce temps-là, c'est aussi un moment pour eux, un espace où ils reprennent confiance, et avec l'arrivée prochaine d'une père aidante, ce lien va encore s'enrichir. Comme le disent souvent les parents, on grandit avec notre enfant. Et moi, j'aime leur rappeler qu'ils ont des ados avec une déficience intellectuelle, avec leurs défis, leurs particularités bien sûr, mais des ados avant tout, comme tous les ados. Et justement, grandir avec son enfant, Marine, vous avez souligné que certains parents sont eux-mêmes concernés par un TND, sans toujours le savoir. Comment cela complique-t-il leur rôle au quotidien ? Oui, on sait aujourd'hui que les troubles 10 ont une forte composante génétique. Alors quand un enfant est concerné, il arrive souvent qu'un parent le soit aussi, sans en avoir été diagnostiqué. Et là, ça change tout parce que ce parent doit accompagner tout en gérant ses propres difficultés, souvent pas nommées. Ça génère de la culpabilité, de l'épuisement, une charge mentale énorme. Être parent d'un enfant avec un TND, c'est déjà un défi, mais si on vit soi-même le trouble, c'est encore plus complexe. Il faut penser à un accompagnement aussi pour les parents concernés eux-mêmes, leur proposer du soutien, des solutions concrètes et surtout leur donner de la reconnaissance. Merci à toutes nos intervenantes pour ces éclairages précieux. On l'a entendu, accompagner un enfant, un ado ou même un adulte avec un trouble du neurodéveloppement, ce n'est pas une recette toute faite. C'est un chemin souvent semé d'obstacles, mais aussi de ressources, d'adaptation et de belles rencontres. Pour conclure cet épisode, nous laissons le mot de la fin au Dr Christophe Gau. Les troubles du neurodéveloppement, ce sont avant tout des parcours de vie. En tant que professionnel, notre rôle est d'accompagner, d'outiller, mais aussi de reconnaître la place essentielle des parents et des familles. Car ce sont eux et elles au quotidien qui portent, qui s'ajustent, qui observent, qui inventent et mieux accompagner les parents et les familles, c'est aussi mieux soutenir les enfants. Et c'est cette alliance solide, bienveillante qu'il nous faut construire ensemble. Vous venez d'écouter Neuroregard, la série de podcasts qui donne la parole au parcours singulier, une production Fine HCL. On se retrouve à la rentrée pour un nouvel épisode de Neuroregard avec d'autres voix, d'autres éclairages et toujours la même volonté, faire entendre les parcours singuliers.